Le coup de colère des salariés de l'usine AZF de Toulouse, inquiets pour leur avenir, ils ont perturbé un comité du groupe Totalfina. Thierry Desmarais, le PDG, a dû sortir par une fenêtre et a trouvé refuge au sous-sol. Faut-il enfermer les mineurs délinquants? L'idée a fait son chemin, elle était reprise dans les programmes de Jacques Chirac et de Lionel Jospin. Aujourd'hui, plusieurs syndicats d'éducateurs et de magistrats s'y opposent, ils lancent une pétition. Notre enquête et 3 questions à Martine de Maximi, juge des enfants à Paris. Bonsoir et à tout à l'heure. L'Amérique tourne le dos au libéralisme en matière agricole. George Bush a fait voter une loi qui prévoit 190 milliards de dollars de subventions pour les exploitants en 10 ans, un record. Avis aux fumeurs, on savait que la cigarette était mauvaise pour les poumons et les artères. Une étude scientifique montre que la nicotine réduit aussi la production de neurones. Étude menée pour l'instant sur des rats. Ultime préparatif à Cannes ce soir à quelques heures de l'ouverture du festival. Beaucoup de policiers cette année, beaucoup de stars aussi. Parmi elles, David Lynch, président du jury. Il est déjà arrivé. On reviendra notamment sur son parcours en fin de journal. Bonsoir à tous, merci de votre attention. Avant de développer ces titres, retour sur le coup de tabac dans le sud-ouest de la France dont nous vous parlions dès hier. Ce matin, on a constaté les dégâts, rétabli l'électricité presque partout et dégagé les routes. Un plaisancier emporté par une lame reste porté disparu. Sur place à Bordeaux, Éric Perrin, Bernard Bonnard. De violentes bourrasques, des pointes à 130 km/h, on a craint le pire hier sur les côtes d'Aquitaine. Heureusement, plus de peur que de mal. Loin d'atteindre la puissance de la tempête de 99, le coup de tabac sur le sud-ouest a pourtant surpris. Bilan 4 blessés dont un grave et un disparu, un plaisancier au large d'Andaille dans le Pays Basque. Côté matériel, les dégâts sont minimes. Seul point noir à cause de chutes d'arbres, 55 000 foyers de Gironde étaient hier soir plongés dans le noir. Et voilà, parti comme un beau vieux temps de la tempête. Bougies, allumettes, réchaud, le programme de la soirée n'est pas sans rappeler quelques souvenirs. Ce soir, soirée lecture, ma foi, c'est pas mal aussi. Mais bon, j'espère que ça va être vite rétabli. On retrouve un peu les réflexes de la tempête, les bougies et le reste. Tout à fait, les bougies, le réchaud pour demain matin, faire un petit peu cuire le repas. En 24 heures, EDF a rétabli le courant pour plus de 98% des foyers sinistrés. Belle performance qui s'explique en grande partie par les acquis de la tempête de 99. Plus grande réactivité, plus de moyens, notamment en groupe électrogène, mais aussi effet bénéfique des travaux effectués à l'époque. Des reconstructions ont été faites en souterrain, donc ça fait autant d'endroits où les poteaux ne sont pas tombés. Donc une situation qui sans doute est moins grave que ce qu'elle aurait pu être s'il n'y avait pas eu les travaux. Ce soir, les traces du bref et violent coup de tabac sont quasiment toutes effacées. Seul un petit millier de foyers situés en bout de ligne est encore privé d'électricité. Et demain, adieu bourrasque et seau d'eau. Le soleil est annoncé sur tout le pays avec un mercure à plus de 30 degrés dans le sud-ouest. Soleil déjà radieux, vous le voyez, à Marseille cet après-midi. Un comité de groupe très mouvementé donc au siège de Totalfina Elf à Paris aujourd'hui. Des salariés de l'usine AZF de Toulouse, promise, vous le savez, à la fermeture, avaient fait le déplacement. Ils ne sont pas convaincus par les engagements de reclassement ou d'accompagnement pris par la direction. La journée a carrément tourné à la partie de cache-cache pour le PDG Thierry Desmarais. Elisabeth Esley, Blaise Grenier. C'est comme ça que Desmarais reçoit le personnel d'AZF. En cassant la fenêtre du local technique pour s'échapper, c'est la fuite de Marais. D'après les manifestants, c'est par cette fenêtre que le PDG de Totalfina Elf a pris la fuite pour échapper à la colère des salariés venus de Toulouse. Allé à Toulouse voir où oui, je suis allé à Toulouse. Je suis allé. Vous qui avez ramassé les copains là depuis hier. Ils voulaient rencontrer Thierry Desmarais pour lui faire part de leur inquiétude après la fermeture de l'usine. Toulouse n'a servi à rien. Toulouse n'a servi à la direction de Totalfina Elf que d'arguments pour fermer l'usine AZF. La direction de Totalfina Elf s'inscrit dans un processus uniquement financier qui va à l'encontre du progrès social et de la sécurité. Pour la direction, il était impossible de faire redémarrer le site trop endommagé. Quant à l'avenir des 450 salariés sans travail depuis l'explosion, il est en train de se préciser. 170 personnes vont partir en pré-retraite, d'autres pourraient rester sur place pour remettre l'usine en état, les autres seront reclassés. Donc aucun licenciement. Nous avons à Toulouse des salariés qui ont une qualification importante, qui géraient des unités compliquées, que nous avons dans nos autres branches du groupe et dans la chimie des unités de même type, et que donc ces salariés sont tout à fait aptes à prendre des fonctions dans de nombreuses usines du groupe. Les Toulousains ne sont pas montés à Paris pour rien. Thierry Desmarais s'est engagé à les recevoir la semaine prochaine.
Économie encore avec un chiffre, celui de l'inflation, très surveillé après le passage à l'euro. Plus 0,4% en avril après une hausse de 0,5% en mars. La tendance reste donc assez élevée. Sur un an, la hausse des prix n'est toutefois que de 2% selon l'INSEE. Le premier sondage sur l'action de Jean-Pierre Raffarin, 8 jours après sa prise de fonction à Matignon, sondage Ipsos pour Le Point, 50% de satisfaits contre 12% qui jugent défavorablement son action, 38% ne se prononcent pas. À noter que la cote de confiance de Jacques Chirac reste quasiment stable, 48% plus 1 point par rapport au mois d'avril. Le gouvernement à la manœuvre, on commence avec Luc Ferry, ministre de la Jeunesse et de l'Éducation. Pour ce rituel de la première visite, en l'occurrence dans une école et un lycée, il a choisi Mantes-la-Jolie. Anne Guéry, Grégory Vasseur. Première sortie officielle et première bonne surprise. Voilà, c'est ça. Une hésitation tout de même, mais il la reconnaît. Madame le maire était sur les bancs de l'école avec lui à Mantes-la-Jolie. C'est magique la vie parfois. Oui, c'est très amusant, oui. Monsieur le ministre est donc en terrain connu. C'est là qu'il fut élève dans les années 60, mais il sait que le quartier a changé. Les enseignants d'ici ont besoin peut-être plus qu'ailleurs d'être aidés et leurs élèves encouragés. 25 dans un CM2, je trouve qu'en ZEP, dans des conditions difficiles, c'est lourd. Il y a 6 voyelles et 20 consonnes. Mais c'est drôlement bien aussi, tu sais, c'est très très bien. Hein. Mais alors, vous montrez la meilleure classe de la région, c'est ça, hein? Pas de réforme annoncée, juste une prise de contact, histoire de se faire connaître. L'exercice est réussi, enfin presque. Tu sais qui c'est le monsieur? Le ministre. Vous savez qui c'est le monsieur qui est venu là? C'est le ministre. Pas d'effet d'annonce non plus à la fin de la visite en élémentaire, juste une interrogation, celle à laquelle justement nul n'a encore pu répondre. Et ce que j'essaye de comprendre depuis longtemps, qu'est-ce qui s'est passé entre ces petits qui sont adorables, qui nous écoutent, qui nous font confiance, et puis ceux qui, quelquefois au collège, vont se retrouver sans aucun diplôme en sortant de notre système et avec un rejet massif de ce qu'on a essayé de leur transmettre. Détour ensuite dans le lycée de Mantes-la-Jolie où les nièces du ministre sont scolarisées comme il le fut lui-même. Une image comme une carte de visite où l'on pourrait lire Luc Ferry, ministre de l'Éducation nationale, ancien élève des quartiers populaires. Et Luc Ferry qui a par ailleurs confirmé qu'il avait bien un lien de parenté avec Jules Ferry, le père de l'école publique laïque et obligatoire, mais qu'il ne savait pas exactement lequel. Lien de parenté. Autre ministre ostensiblement au travail, Dominique Perben, le garde des Sceaux, en visite au parquet de Lyon, et Jean-Paul Delevoye, ministre de la fonction publique. Il recevait aujourd'hui les syndicats. Arnaud Boutet. Parmi ses priorités, le gouvernement l'a dit, il veut renouer les fils du dialogue. Au ministère de la fonction publique, Jean-Paul Delevoye serre donc les mains et ouvre grand sa porte. Aujourd'hui, ce sont les syndicats de fonctionnaires qui viennent évoquer leurs problèmes de salaire et de retraite. En tout cas, merci de cet échange et de la qualité de cet échange. Vendredi, Jean-Pierre Raffarin, lui, recevra toutes les organisations syndicales. À Lyon, le nouveau garde des Sceaux occupe le terrain. Visite éclair au palais de justice pour écouter les doléances des magistrats. Ici, 1400 dossiers sont en attente. Il manque des fonctionnaires. La mission de Dominique Perben est claire, il faut aller vite. Je prépare à la demande du président de la République une loi de programmation qui sera essentiellement une loi de moyens. Mais je souhaite que cette loi réponde vraiment aux problèmes concrets qui se posent à la justice, aux magistrats et à ses partenaires. Il y a les priorités affichées et maintenant l'image que le gouvernement veut faire passer. Celle d'une équipe qui travaille et veut faire ses preuves avant les élections législatives. Dominique Perben qui a confirmé par ailleurs que le gouvernement était bien favorable à la création de centres fermés pour les mineurs délinquants. La proposition figurait aussi dans le programme de Lionel Jospin. Il faut savoir qu'aujourd'hui, une personne interpellée sur 5 a moins de 18 ans, d'où la volonté de trouver une réponse. Les centres fermés ont longtemps existé, on les appelait alors maisons de correction. La dernière a été fermée à la fin des années 70. Aujourd'hui, donc, face à ce qui ressemble à un consensus, certains syndicats d'éducateurs et de magistrats se mobilisent. La FSU et le syndicat de la magistrature notamment qui ont lancé une pétition contre l'enfermement des mineurs délinquants. Bonsoir Martine de Maximi, vous êtes donc juge des enfants à Paris, vice-présidente de l'Association française des magistrats de la jeunesse. Vous aussi, vous avez signé cette pétition, vous nous direz pourquoi. D'abord, on va voir comment fonctionnent les institutions qui existent aujourd'hui. Voici notre enquête
dans un CER, Centre d'éducation renforcée. Celui-ci n'accueille que des filles, c'est le premier. Des filles plusieurs fois condamnées pour des petits délits. Il se trouve près de Vichy dans l'Allier. Le but, il est connu, redonner le goût de l'effort, le sens de la discipline et de la vie en commun. Enquête Agnès Gardet, Jean-François Monnier. On m'a dit qu'il n'y avait pas de musique, on m'a dit qu'il n'y avait pas de radio, voilà, oui. De télé, Oui. mais on m'a pas dit que c'était à la Cambrousse, Oui. qu'on n'allait pas voir des autres jeunes de notre âge. Ça, on ne l'a pas dit. Je sais exactement ce que c'est un CER. Bah, peut-être que aujourd'hui, j'aurais pas dit oui. Elles ont encore tout des mômes de cité. Le verbe mal taillé, l'allure, l'arrogance. Voilà un mois pourtant qu'elles sont entre les mains d'éducateurs dans le premier CER pour filles, centre d'éducation renforcé. Loin des grandes villes et leurs quartiers où elles ont appris la drogue, le vol, les coups et les blessures. Laisse-moi de la place. Eh bien, qu'est-ce que tu attends là chez nous? Allez les filles! Sculpter le bois n'est qu'un prétexte au dialogue, au respect de l'autre, de l'adulte surtout. Des juges pour enfants les ont placés ici, une dernière chance avant la prison, une chance qu'elles ont bien du mal à saisir. Ils nous en demandent trop. Nous, on avait l'habitude dans les quartiers, on se couchait à 2-3 heures du matin, on était encore dans les rues avec nos copains, on était en voiture, en train de squatter, bon, j'y paraisse, en train de fumer des joints et tout. Et là, d'un coup, ils nous disent, ouais, allez, plus de ville. Vous vous couchez à 10h30, vous vous levez à 8h. On veut s'en sortir, mais s'ils nous en demandent trop comme ça, c'est normal des fois qu'on pète un câble. Et moi je me dis que c'est dès l'instant où elles nous détestent que là on fait du bon boulot. Parce qu'on leur impose des règles de vie, un cadre qu'elles n'ont jamais connu. Ce chemin qui mène au commissariat, les éducateurs l'ont déjà fait. Car toutes ont fugué au moins une fois. Tu me donnes la main, Céline? Ce matin-là, ils viennent récupérer Céline, en fuite depuis la veille. Au revoir. Et dans la voiture qui la ramène au bercail, pas un mot. C'est le silence avant les foudres du directeur. Tu veux bien rentrer dans mon bureau? À ton avis? Moi, je demande rien à personne. Comment ça, tu demandes à rien à personne? Un juge a décidé, un juge pour enfants, a décidé d'arrêter que tu fasses n'importe quoi. Il t'a placé ici au CER, d'accord? Il t'a placé au CER justement pour que tu essayes de retrouver autre chose que de commettre des délits qui emmerdent tout le monde. Eh oui, qui emmerdent tout le monde. Tu penses aux gens à qui tu as volé, à qui tu as détérioré les choses? Est-ce que tu y penses? T'en as rien à foutre? Eh bien justement, nous on en a quelque chose à foutre. Ça c'est très clair. Alors, la première des sanctions, je t'avais dit qu'il y avait des sanctions qui tomberaient. Moi j'informe le juge que tu feras 8 jours de plus au CER. Et pendant 1 mois, tu n'auras pas de communication avec l'extérieur. Voilà mademoiselle. J'ai plus rien à dire. Je veux chanter pour ceux qu'on oublie. Leur passé de délinquante est là tout proche. Ils bercent encore leurs rêves. Des rêves de gosses perdus, des rêves de gosses tout court aussi, comme celui de devenir chanteuse. Non, celui-là passe toute la nuit à regarder les étoiles. Il faudra attendre la fin de cette expérience encore unique pour parler des résultats. En ce qui concerne les garçons, on le sait déjà, un tiers récidive, un tiers ne donne plus signe de vie, un tiers s'en sort. Qui s'est construit un empire. Alors Martine de Maximi, est-ce que finalement les centres fermés, ça ne serait pas simplement un cran au-dessus, le même genre d'établissement, mais vraiment fermé pour éviter les fugues? D'ailleurs les éducateurs sont les premiers à s'en plaindre. Moi, je crois qu'il ne faut surtout pas confondre les deux notions de centre éducatif renforcé et de centre fermé. Les centres éducatifs renforcés, en général, ça marche très bien. Et pourquoi? Ça marche très bien parce qu'il y a un côté éducatif très renforcé, comme le dit le texte, mais aussi dans la valorisation des jeunes. Le suivi éducatif est très proche parce qu'il y a à peu près un éducateur pour 2 jeunes et qui peut arriver à créer un véritable lien avec ce jeune. Bon, elle fugue, on l'a vu, elle fugue, mais elle est revenue. Je crois que c'est aussi un risque qu'il faut accepter au début d'une approche éducative qui peut au contraire fidéliser le jeune beaucoup plus que si on met des barreaux. Mais est-ce qu'il ne peut pas y avoir aussi une approche éducative dans les centres fermés? C'est ce que sous-entendaient d'ailleurs les programmes, on le disait, des 2 candidats, d'ailleurs à gauche comme à droite. Écoutez, jusqu'à présent, ce qui a été fait a été supprimé, d'ailleurs je le rappelle par M. Perfit,
En 80, les fameuses 79, maisons de correction. En 79, les fameuses maisons de correction, mais enfin on appelait ça aussi parfois foyer fermé ou centre fermé, ou centre, carrément centre éducatif. Vous êtes contre? Écoutez, l'expérience montre que ça a été complètement inopérant, que le souci sécuritaire bouffait le souci éducatif, si je peux m'exprimer ainsi, même quand il y avait des projets presque thérapeutiques et ça ne marchait pas parce que précisément c'était fermé. Je ne vois pas, à partir du moment où on a une formule comme le CER qui marche, où on n'a pas besoin d'enfermer les gens, je ne comprends pas pourquoi on les enfermerait. C'est pas pareil, la prison c'est autre chose, c'est fait dans un cadre pénal, strictement réglementé, avec des délais, une procédure très importante, et dans un cadre de délit particulier. Mais c'est peut-être aussi le moyen justement d'éviter la prison pour certains de ces jeunes. Ah non, ça je n'y crois pas du tout. Je n'y crois pas du tout. Je pense qu'au contraire, les centres fermés n'aboutiront qu'à mettre un peu plus ces jeunes en prison, car l'enfermement, encore une fois, n'est pas quelque chose d'éducatif. Une prise en charge comme ça, oui, à condition qu'elle soit poursuivie dans un milieu ouvert plus intensif. Et puis moi j'ai envie de dire aussi qu'il faudrait développer les mesures en milieu ouvert dans le milieu naturel du mineur de façon beaucoup plus intensive qu'on ne peut le faire actuellement, compte tenu du manque de moyens qu'on a pour répondre à certains jeunes. Merci Martine de Maximi. Le débat, il va bien entendu se poursuivre dans les mois qui viennent, car ces centres fermés font partie, rappelons-le, du programme du nouveau gouvernement, en tout cas de celui de Jacques Chirac. Restez avec nous, peut-être, parce que ce qui va suivre va vous intéresser, Martine de Maximi. Ça se passe en Angleterre et ça concerne aussi la lutte contre la délinquance des mineurs. Pour la première fois, une mère de famille a été condamnée à de la prison, 60 jours de prison ferme, pour avoir laissé ses deux filles de 13 et 15 ans manquer l'école. Sur place, à Londres, Laurent Boussier. C'est une affaire où se mêlent, comme souvent, pauvreté et délinquance. Depuis 2 ans, la police et les éducateurs essayaient en vain de persuader Patricia Amos, cette mère de 5 enfants, d'obliger 2 de ses filles, 10 ans et 13 ans, de retourner à l'école. Les parents disent toujours la même chose. J'ai tout fait pour mes enfants, je ne peux plus rien faire. Moi aussi j'ai fait l'école buissonnière. Oui, mais les temps ont changé. Devant cet échec, la justice a voulu faire un exemple et appliquer pour la première fois une loi votée récemment par la Chambre des communes. Une loi où un parent qui sait que son enfant manque l'école et qui ferme les yeux encourt une peine de 3 mois de prison ou une amende de 4 200 €. En Grande-Bretagne, où 40% de la criminalité de rue serait le fait d'adolescents censés être en classe, 5000 enfants font chaque jour l'école buissonnière. Dans ce témoignage d'une rare franchise, ce garçon de 14 ans raconte ce qu'il fait quand il ne va pas en classe. Tous les jours, je volais quelqu'un pour acheter des choses. J'allais dans les magasins et je volais des vêtements aussi. En attendant, au domicile de Patricia Amos, où l'on est encore sous le choc de cette décision, c'est la grande sœur qui s'occupe des 2 adolescentes. Le gouvernement de Tony Blair, qui a fait de la lutte contre la délinquance une de ses priorités, a donc voulu lancer un avertissement aux parents. Mais il faudra attendre un peu pour savoir si cette fermeté est efficace ou si au contraire elle aggrave les problèmes de ces familles. En bref, l'hospitalisation du prince régné de Monaco après une succession de bronchites. Rien d'alarmant, dit-on dans la principauté. Le prince aura 79 ans dans quelques jours et présente des signes de fatigue générale. Malaise aussi pour le ministre belge des Affaires étrangères, Louis Michel, en pleine réunion de l'OTAN à Reykjavik en Islande. Rien de grave là non plus. Louis Michel a vite repris ses esprits. La réunion a été marquée par un nouveau pacte de coopération entre les anciens ennemis devenus alliés, la Russie et l'OTAN. À New York, 8 mois après le 11 septembre, le nouveau visage des lieux de l'attentat a été dévoilé. Le déblaiement est quasiment achevé. Certaines entreprises annoncent leur retour dans le quartier. Vincent Nguyen. Au lendemain du 11 septembre, il y avait là 1,5 million de tonnes de gravats et de ferraille. Il aura fallu 8 mois de travail acharné pour débarrasser Ground Zero des restes des 2 tours jumelles. Au lieu d'un amas de débris de 30 mètres de haut, vous avez maintenant un chantier à 20 mètres sous terre, au niveau des fondations de Manhattan. 2823 personnes ont trouvé la mort ici. 1796 n'ont jamais été retrouvées. Pour autant, cette étrange cathédrale ne devait pas être une sépulture. Alors on s'est hâté de la faire disparaître. Place à la vie. Toutes les 12 heures, 6 jours sur 7, 500 hommes se sont relayés. Sous la tente de l'armée du salut, où ils ont trouvé repos et nourriture, tous décrivent une expérience inoubliable. Cet ouvrier estime avoir accompli la tâche la plus importante de sa vie. Et cette volontaire explique avoir réalisé que l'argent et la réussite n'étaient pas le plus important.
Sur le chantier, cette poutrelle était restée dressée en hommage aux pompiers et policiers de New York. Elle sera retirée en dernier lors d'une cérémonie qui célébrera la fin du déblaiement dans une dizaine de jours. À l'autre bout du pays, image de ces incendies qui durent depuis plusieurs jours en Californie. Plusieurs milliers d'hectares brûlés au nord de Los Angeles où des centaines d'habitants ont été évacués. Les élections législatives en Algérie. La campagne a commencé il y a quelques jours dans l'indifférence. Le Parlement a en effet des pouvoirs très limités. Seul véritable enjeu de ce scrutin, qui aura lieu le 30 mai, la Kabylie, où les principaux mouvements ont appelé au boycottage. Un an après les émeutes, le calme reste précaire. Pour la première fois, nous avons pu tourner dans une gendarmerie des environs de Tizi Ouzou. Agnès Varamian, Monde Wanjli. À la reconquête d'une confiance perdue. Les portes de cette gendarmerie de Kabylie s'ouvrent à notre caméra. C'est inédit depuis le début des émeutes il y a un an. Le commandement affiche ainsi son désir d'apaisement. Depuis des mois, en effet, les gendarmeries brûlent en Kabylie. Les émeutes aux cris de pouvoir assassin ont succédé au grand défilé du printemps 2001. La jeunesse kabyle ne pardonne pas aux militaires d'avoir tiré et causé la mort de dizaines de manifestants. Une commission d'enquête a admis la responsabilité des gendarmes. Pour la première fois, c'est un haut gradé en service qui le dit. Les premiers temps, il a été fait usage des armes de guerre. Mais pour les gens qui ont fait usage d'armes de guerre, je vous l'ai précisé tout à l'heure, ils ont été punis et sanctionnés, ils sont entre les mains de la justice. Le commandement n'a jamais permis ce genre de dépassement. Des cas isolés, affirme la hiérarchie. 636 gendarmes auraient été sanctionnés. Mais l'image que veut nous livrer aujourd'hui l'institution est celle-ci. Des fonctionnaires au travail, accueillant du public, soucieux de la sécurité du citoyen, occupés à poursuivre les hommes du GIA, dont son nouvel émir, Abou Tourab, retranché dans le maquis. Les gendarmes font leur travail, mais pendant 10 ans, la situation a été dure et ils n'ont pas fait grand-chose. En dehors de la Kabylie, la gendarmerie s'est même livrée à un exercice unique depuis 20 ans, la journée portes ouvertes. Pour le pouvoir, il y a urgence. Le 30 mai, ce sont les élections législatives et les organisations kabyles ont promis de les boycotter. En Afrique encore, élection générale en Sierra Leone après 10 ans de guerre civile. Élection sous surveillance, 17 000 casques bleus et 175 observateurs internationaux veillent au bon déroulement des opérations. Le scrutin oppose notamment le président sortant Ahmed Kaba au chef de la principale guérilla, le Front révolutionnaire uni. La première dame des États-Unis est à Paris. Laura Bush participait aujourd'hui à un forum de l'Organisation pour la coopération et le développement. Forum consacré à l'éducation, seule arme à long terme contre le terrorisme, a-t-elle indiqué ici à la tribune. Et pendant ce temps, George Bush, resté à Washington, a fait voter la loi la plus interventionniste en matière agricole depuis très longtemps. Subvention record au pays du libéralisme, 190 milliards de dollars sur 10 ans. Pascal Golomer sur place. Si George Bush appose sa signature au bas de la loi dès 8 h du matin, ce n'est pas par hasard. Les agriculteurs sont devant leur télévision à cette heure-là. La Maison-Blanche espère en revanche qu'à Washington, la cérémonie passera inaperçue. Car personne n'est dupe, il s'agit bien d'une volte-face peu glorieuse du président. Lui qui, avant d'être élu, ne jurait que par la libre concurrence, augmente les subventions aux agriculteurs de 70%. Cette loi est généreuse. Elle fournit un filet de sécurité à nos agriculteurs, et cela sans encourager la surproduction ni provoquer la chute des cours. Aucune production n'a été oubliée. Le maïs, le blé, le coton, le lait, les cacahuètes, plus de 200 milliards d'euros seront versés en 10 ans. Une loi soutenue par une majorité de parlementaires à la fois républicains et démocrates, notamment par tous ceux qui défendront leur siège lors des élections de novembre prochain dans les États les plus ruraux. Chaque voix comptera, il faut donc choyer l'électorat. Cette loi ne va pas nous permettre de nous enrichir, mais elle nous garantit quand même un revenu minimum, quoi qu'il arrive. La Maison-Blanche a donc suivi le mouvement. Et tant pis si le déficit budgétaire se creuse et si les pays étrangers crient à la concurrence déloyale. Ça revient à dire au monde, nous apprécions votre soutien dans la lutte contre le terrorisme, mais n'essayez pas de vendre vos produits chez nous. Une décision unilatérale, tout comme la hausse des droits de douane sur l'acier importé, annoncée il y a quelques semaines. Mesure protectionniste là encore, pour satisfaire d'abord et avant tout l'électorat américain.
Alors qu'en pensent les agriculteurs français? Écoutez le président de la FNSEA, Jean-Michel Lemétayer. Vous comprenez que quand les Américains réclament la baisse des prix en Europe et que dans le même temps, eux augmentent considérablement les leurs, puisqu'on parle de 70% d'augmentation des soutiens sur 10 ans. Donc ce n'est pas un programme à 2 ans, c'est un programme sur 10 ans. Il y a de quoi être profondément choqué, et je le suis, mais j'appelle en même temps nos chefs d'État et de gouvernement, et le Premier ministre en France, le ministre de l'Agriculture, le chef de l'État, à être offensifs, comme je l'ai dit, parce que battons-nous pour aussi notre politique agricole, nos agriculteurs. Économie toujours, on parle beaucoup en ce moment de la France d'en bas. Eh bien, à Fécamp, elle est inquiète. 3 entreprises locales sont menacées de faillite ou de restructuration. Les pêcheries, la sucrerie et l'usine de tuyauterie. 700 emplois sont en jeu. À l'échelle locale, c'est évidemment énorme. Sur place, Peggy Leroy, Régis Maté. Messieurs, est-ce que vous savez ce que vous allez devenir après la fermeture? Chômeur. 80 employés sans aucun espoir. Cette sucrerie rentable, pas assez selon les propriétaires. Elle va fermer à la fin de l'année. Et ce n'est pas tout. Cette tuyauterie, par exemple, a frôlé le dépôt de bilan le mois dernier. Les 200 salariés attendent de connaître leur sort. Enfin, aux pêcheries de Fécamp, premier employeur privé de la ville, les machines sont à l'arrêt. 480 personnes attendent un repreneur. Sylvie, par exemple, a 9 membres de sa famille qui travaillent ici. On se dit que s'il n'y avait pas de repreneur, qu'on était tous, par exemple, licenciés, on ne pourra pas céder. On ne pourra pas céder ni l'un ni l'autre, on ne pourra rien faire. Des commandes et du poisson arrivent de temps en temps. Quelques salariés se remettent alors à travailler. Suite à des erreurs de gestion, l'entreprise n'a plus de trésorerie. Et même si un repreneur se présente, des licenciements sont prévus. À part Fécamp, celui-là qui n'a pas de moyen de locomotion, il allait travailler où? Parce que ici, on s'arrange entre filles, on les prend en voiture, s'ils n'ont pas de voiture, on peut venir travailler. Mais ceux qui n'ont pas de moyens, comment ils vont faire? Il n'y a rien d'autre? Il n'y a rien d'autre sur Fécamp. C'est mort, il n'y a plus rien du tout. Pour les cadres de la pêcherie, jamais les pouvoirs publics locaux n'ont anticipé cette crise de l'emploi. Au fil des années, on perd toute notre industrie, on a perdu les lacs en pêche, on a perdu le textile, on a perdu des sociétés importantes et pas une entreprise n'est venue compenser cette perte de main-d'œuvre. Mais vraiment pas une entreprise. Il ne reste plus que quelques chalutiers à Fécamp, alors que la pêche était l'activité principale du port au début du siècle. Pour la mairie, la ville n'attire pas les entreprises car elle est coincée entre Le Havre et Dieppe, toutes les deux à 1 heure de route. Les dirigeants successifs ont essayé de transformer Fécamp en port de plaisance. Pas sûr que les employés actuellement menacés sachent tous se reconvertir dans le tourisme. Justice en bref, ouverture à Bayonne du procès des auteurs présumés d'un feu d'écobuage qui avait entraîné la mort de 5 randonneurs il y a un peu plus de 2 ans. Nous en parlions hier. Les prévenus ont reconnu les faits. Cette première journée a été consacrée à l'examen de la pratique de l'écobuage traditionnel dans la région pour débroussailler. En février dernier encore, elle avait entraîné des incendies difficilement maîtrisés. Fin du procès jeudi. À Lyon, c'est une histoire douloureuse qui est examinée par le tribunal administratif. Les parents de cette fillette avaient été sanctionnés. Ils étaient soupçonnés de mauvais traitements. En fait, leur fille souffre d'un mal rarissime et qui n'avait pas été détecté, la maladie des os de verre. Sophie Rodier. Fragile comme du cristal. À 8 ans, Camélia a déjà été victime d'une centaine de fractures. Il y a 7 ans, ses parents sont soupçonnés de maltraitance. L'hôpital n'avait pas diagnostiqué la maladie des os de verre. La justice retire alors Camélia à sa famille pendant 2 mois, un placement arbitraire pour ses parents. Ils sont placés tout de suite en disant qu'il est maltraité. Et bien à ce moment-là, on va voir, les parents ils ne vivent pas dans un trou perdu. On va à l'école, on demande est-ce qu'il se passe des choses pour cette famille, est-ce que vous avez constaté des choses bizarres. On va demander aux voisins, on va demander aux proches. Et à ce moment-là, on prend du temps, on garde l'enfant un peu plus longtemps en centre hospitalier et la justice peut faire son devoir. C'est plus qu'une injustice. C'est un rapt organisé, c'est un kidnapping. Après son placement, Camélia se fait une nouvelle fracture. La thèse de la maltraitance est alors écartée. Les services sociaux ne comprennent toujours pas pourquoi il n'y a pas eu d'enquête. Il est quand même très rare que l'on enlève effectivement un enfant d'emblée comme ça. On essaye de plus en plus de préparer justement, de faire d'une part une enquête solide, construite, et d'autre part de préparer éventuellement le fait d'enlever l'enfant. La famille Bourichat demande indemnisation pour erreur de diagnostic. Pour l'instant incurable, mais enfin identifiée, cette maladie ne séparera plus Camélia de ses parents.
Décision du tribunal dans une quinzaine de jours. Et puis dans le procès de ce père qui avait enlevé sa fille à Nantes, on en parlait également hier, le parquet a requis 3 ans de prison, dont une partie avec sursis. Pour terminer avec ce chapitre judiciaire, l'affaire Joël Pierrot. Cet agriculteur de la Meuse a été définitivement innocenté d'un vol après avoir passé 171 jours en prison. Décision de la Cour de cassation aujourd'hui. Les vrais auteurs de l'attaque avaient été arrêtés et condamnés en septembre 2000. Encore une affaire d'autodéfense, cette fois à Nice. Un armurier est en garde à vue ce soir après avoir tué l'un des 3 malfaiteurs qui tentaient de l'agresser. L'homme a été touché par balle dans le dos au moment où il prenait la fuite à bord d'une voiture. Ses 2 complices sont en garde à vue ce soir avec l'armurier. Paris, capitale des accidents de la circulation. Les chocs mortels ont augmenté de 62% en 2001, 114 tués au total. Depuis ce matin, la préfecture a lancé une campagne intitulée « Partageons la route ». Pendant 3 jours, les conducteurs ont la possibilité de ne pas être verbalisés en échange d'une participation à un atelier de sensibilisation. Alors les Parisiens sont-ils plus prudents? Marc Maisonneuve, Emmanuel Beck. Un des carrefours les plus dangereux de Paris. Le radar parce que la vitesse excessive est la première cause des accidents mortels. Le nombre des morts dans la capitale a plus que doublé en un an, 104 au total. Paradoxe, les accidents sont moins nombreux mais beaucoup plus graves. L'opération est certes un peu médiatisée par la préfecture, mais celle-ci se défend de toute arrière-pensée électoraliste. Faire appliquer de manière rigoureuse et ferme le code de la route, sans aucune autre intention que de limiter le nombre d'accidents graves et mortels qui ont lieu tous les ans à Paris. Sensibilisation et pas forcément répression. Aujourd'hui, Antoine a une chance d'échapper à l'amende. Il faut qu'il se soumette aux démonstrations de la prévention routière. Exemple, le port de la ceinture. À 7 km/h, le choc pour faire réfléchir. Face à l'augmentation des victimes, la police n'a pas d'autre solution que la pédagogie. C'est pas rare, on pense les incivilités, les choses courantes de la vie, mais on n'a pas d'explication pour l'instant. Alors on vous demande. L'opération de sensibilisation durera 3 jours, comme l'an passé où 1587 contraventions avaient été dressées. Santé, les méfaits de la cigarette, on en connaît déjà un certain nombre. Eh bien, une étude française rendue publique hier révèle que la nicotine rend bête. En langage scientifique, on dit qu'elle s'attaque à la production de neurones. Delphine Orviller, David Bazier, Laetitia Fouque. Et si griller une cigarette, grillait au passage quelques neurones. Les fumeurs ont un peu de mal à y croire. C'est parfait, mais ça m'empêchera pas de fumer. Je pars quelques capacités, plan sexuel, tout ça, tu vois, ça fatigue le physique, mais de là perdre la mémoire, je sais pas. Est-ce que vous avez l'impression de perdre la mémoire? Je vais répéter votre question. La question, c'est celle soulevée par ces chercheurs d'un laboratoire de Bordeaux. Ici, on a injecté à des rats de la nicotine et on a ensuite observé une zone de leur cerveau, l'hippocampe. Cette zone, chez le rat comme chez l'homme, c'est le siège de la mémoire. Et des neurones s'y développent tout au long de la vie. Les chercheurs ont constaté que quand les doses de nicotine augmentent, les cellules nerveuses sont détruites et ont tendance à ne plus se régénérer. On connaît les conséquences du tabac sur les poumons ou les artères, mais c'est la première fois que ces effets sur le cerveau sont démontrés. Un premier pas vers une meilleure compréhension des effets du tabagisme. Si on pourrait démontrer que ces modifications sont directement impliquées dans les phénomènes de dépendance, de sevrage, bien sûr tout traitement qui pourrait les reverser pourrait se révéler bénéfique pour les fumeurs. Cette découverte va à l'encontre d'une idée reçue selon laquelle le tabac stimulerait la mémoire. De quoi rappeler aux fumeurs et aux neurones qui leur restent qu'il est peut-être temps d'arrêter. Beaucoup plus sain, la cerise. C'est la saison, elle s'annonce bonne dans l'ensemble, mais pas à Céret, très réputé pour ses fruits rouges. Céret dans les Pyrénées-Orientales. Les pluies incessantes tombées dernièrement ont fortement compromis la récolte. Sur place, reportage Véronique Gaglione, Françoise Mazou. Ça va, elles sont bonnes, elles sont pas trop délicieuses. Sucrées. Elles sont bonnes, enfin celles que l'on n'est pas obligé de jeter parce qu'après 36 heures de pluie, le résultat, ce sont des cerises fendues, gorgées d'eau, invendables à 90% pour certaines variétés. C'est grave, cette année c'est grave pour Céret, un manque à gagner énorme pour Céret, pour les producteurs d'abord et puis pour l'économie de la ville aussi. Hein. Parce qu'à Céret, on récolte traditionnellement les premières cerises de France, les plus chères. Mais cette fois, à la coopérative, la saison commence mal. Pour vous donner une proportion, il y a 15 kilos de cerises et on en a jeté une centaine de kilos.
Et cette année, nous avions une récolte qui s'annonçait brillante quantitativement et qualitativement. Alors c'est un peu démoralisant pour le producteur. Céré attendait 800 tonnes et n'en récoltera peut-être que le tiers. Les prix ne seront jamais assez hauts pour compenser ses pertes. Combien? 2 euros? Je ne sais pas, moi, je ne veux pas dire des prix, mais à 2,30 euros, je ne crois pas plus. Si encore elles se vendent. 3 euros, c'est le prix des grossistes ce matin. Et les assurances ne couvriront pas les dégâts de la pluie. Alors heureusement, il reste les variétés tardives, en espérant que la nature sera généreuse. Sport à 17 jours du premier match de Coupe du Monde. Les Bleus, pour la première fois, réunis presque au grand complet à Clairefontaine. Ils ne se quitteront plus jusqu'à la compétition et seront rejoints dans les jours qui viennent par Zidane et Makelele, encore retenus par le Real Madrid. Les Bleus qui ont reçu la visite du nouveau ministre des Sports, Jean-François Lamour. Du sport plus extrême, le Français Éric Baronne a échoué dans sa tentative de battre son propre record du monde de vitesse en VTT. Chute spectaculaire, mais sans gravité heureusement, sur les pentes d'un volcan au Nicaragua. Nathanaël de Rinxin. Malgré son look de touriste, Éric Baronne est un sportif confirmé. Lorsqu'il escalade un volcan, comme celui-ci à Cerro Negro au Nicaragua, ça n'est jamais pour rien. Dimanche, le Français s'était lancé avec le secret espoir de battre son record du monde de vitesse à vélo, fixé à plus de 130 km/h. À pleine vitesse, la machine de Baronne s'est brisée en deux. Le pilote, sonné, se relèvera quelques minutes plus tard, miraculeusement indemne. Je pense que c'est une pierre sur la trajectoire qui est à l'origine de la chute. Le vélo s'est cassé en deux. Par sécurité, Baronne restera quelques jours en observation à l'hôpital. Un moindre mal, surtout lorsqu'on voit ce qu'il reste de son vélo. À Cannes, dernier préparatif avant le coup d'envoi du 55e festival du cinéma. David Lynch, le président du jury, vient d'arriver. C'est lui donc qui va présider ce jury composé de 9 membres, parmi lesquels Sharon Stone ou encore le réalisateur français Claude Miller. Palme d'or à Cannes pour Sailor et Lula. L'auteur d'Elephant Man et de la série Twin Peaks est connu pour son goût de l'étrange. Portrait de l'homme fort de Cannes, Pascal Deschamps. Quelqu'un l'a surnommé le James Stewart venu de la planète Mars. Un jour, ce dandy hyper doué, né en fait dans l'Amérique profonde, a posé sa soucoupe sur les hauteurs de Los Angeles et il n'en a plus bougé. Je me demande où vous pouviez bien aller. Mulholland Drive. Oui, Mulholland Drive. Pour moi, faire des films, c'est vraiment créer un autre monde. Et quand vous pénétrez dans ce monde, c'est comme si vous entriez dans un rêve. Enfant, David Lynch voulait être peintre. Après des études d'art, il s'oriente vers le cinéma en commençant par l'animation. Son travail est alors expérimental. Et pourtant, il se fait vite un nom. En 1980, Mel Brooks, et oui, produit Elephant Man. Pour réaliser cette réflexion sur la monstruosité, il embauche David Lynch. Je ne suis pas un animal. Je suis un être humain. Avec Twin Peaks, il révolutionne le feuilleton télé, entraîne des spectateurs scotchés dans les méandres d'une intrigue aussi complexe et noire que l'âme humaine. De Dune à Lost Highway, il impose sa vision unique. Le réel et les rêves, le bien et le mal s'y confondent, et la liberté est une quête impossible. Look like a clown in that stupid jacket. This is a snakeskin jacket. And for me, it's a symbol of my individuality and my belief in personal freedom. Lorsqu'il reçoit sa palme pour Sailor et Lula, il avoue que ça faisait 20 ans qu'il rêvait de venir à Cannes. Il y est revenu depuis avec chacun de ses films, chacun de ses mystères, jamais là où on l'attendait. Un président du jury idéal, en somme. Le festival donc à partir de demain. Et puis de la bande dessinée avec un autre destin, celui de Lucky Luke. Orphelin depuis juillet 2001, date de la mort de Maurice, le cow-boy solitaire a de nouveaux parents. L'humoriste Laurent Gérard pour le scénario. Quant au dessin, ils seront assurés par HD, Claude Crespo, Alexandre Delaval. Un chien, des chevaux, la campagne, une paire de Santiago. Pas de doute, nous sommes dans l'ouest, le sud-ouest. HD est le nouveau dessinateur de Lucky Luke. C'est même ce personnage
qui est à l'origine de sa vocation. Il avait à l'époque 9 ans à peine, un rêve de gosse. Plaisir de se dire que la personne qui vous a fait rêver pendant des années quand vous étiez enfant, celle qui vous a fait aimer la BD, un jour, vous allez lui rendre d'une certaine façon hommage. D'autant que Maurice, de son vivant, avait apprécié le travail d'HD, en l'occurrence ses planches de Rantanplan. Dans la profession, HD n'est pas un petit nouveau. On lui doit en particulier les séries CRS égale détresse et Doc Veto. Mais l'idée de mettre ses bottes dans celle de Maurice, surtout quand le scénariste se nomme Laurent Gérard, l'excite beaucoup. Pour l'instant, les deux compères ne se sont pas rencontrés. HD répugne à quitter son havre champêtre, d'autant qu'à raison de 2 heures de gamme par jour, Lucky Luke est devenu un ami. Maintenant, quand je commence à dessiner Lucky Luke, aussi bizarre que ça puisse paraître, maintenant je commence à l'entendre, je commence à le voir bouger et je commence à m'imaginer sa façon de se mouvoir. Inutile de dire que le virus a aussitôt été inoculé à toute la famille. Même si Maurice nous a quittés l'été dernier, Lucky Luke n'est plus orphelin. Son nouveau père, HD, devrait lui faire connaître d'autres aventures. Sortie prévue du prochain album, printemps 2003. Et une piqûre de rappel pour finir, pas forcément agréable. N'oubliez pas de payer, si vous n'êtes pas mensualisé, le 2e tiers provisionnel des impôts. Date limite demain minuit. Fin de cette édition. À suivre la météo, Patrice Drevet, grand beau, grand bleu partout. L'info sur France 2, minuit 40, dernier journal, Laurence Piquet. Dès 6h30 Télématin, Roland Sicard recevra Marc Blondel aux 4 vérités. On se quitte avec ces images de rassemblement de jumeaux. Plus de 2000 pères de tous âges réunis à Bangkok en Thaïlande. Pas assez nombreux malgré tout pour battre le record détenu par Taïwan. Près de 4000 pères de jumeaux s'étaient retrouvés. À demain.